Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Salut Maury. Yo yo Jérémy. Comment tu vas? Impec et toi? Ça On m'a va fait une petite aussi. intro façon ASMR et tout, quelle douceur. Tu sais, pour moi, comment dire ça? Je suis très content de t'avoir sur le podcast parce que je trouve. Alors, je me souviens déjà à l'époque, je sais même plus quand est-ce que tu as commencé, nos codes, etc., etc. Mais je me Ouf, ça doit souviens remonter. de ce gars qui publiait sur LinkedIn, je le voyais partout, je me disais, lui là, il est trop chaud. Là, faut que je suive ce mec-là parce qu'il est ultra chaud. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé comment tu as exécuté sur tes différents produits, etc. On en parlera. Donc, ultra content de t'avoir ici. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur à tous ceux qui vont nous écouter. Donc, Ah ben, merci écoute, pour l'invitation, moi ça me fait trop plaisir. ouais, non, non, c'est nice. Et il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas dans ce monde, peut-être. Bah, j'espère, bien sûr. Qui est-ce qu'on est pour être connu? Ma foi. Euh, Et donc, ouais. qu'est-ce que je vais te demander? Ben, écoute, si tu peux te présenter en quelques mots, me dire qui est Maury, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? De mon nom complet, Morifo Descissé. On a débarqué dans le no-code, c'est à ce moment-là que qu'on s'est rencontrés effectivement via LinkedIn il y a quelques années. À l'époque, j'avais fait une première boîte qui avait pas trop marché. J'en avais lancé une deuxième qui marchait pas mal. Que en vérité, je faisais des boissons dans ma cuisine et j'allais les vendre en vélo, t'as vu, avec Ok. mon sac Quechua glaciaire là. Je vendais du bissap. C'était marrant en vrai. Ouais. Mais après, c'était pas forcément le truc. Enfin, créer une marque de boisson, c'était pas le truc qui me vendait le plus de rêves. J'avais envie de faire peut-être un truc qui avait un peu plus d'impact en termes financiers chez les gens. Et du coup, après, moi, depuis que je suis petit, je développe. Et en fait, j'essaie de devenir riche depuis que je suis petit. Et je me suis dit, j'ai vu les jeux là qu'on achetait et qui étaient codés. Je me suis dit que j'allais faire la même. Donc voilà, depuis j'ai 10 ans, j'essaie de coder des trucs pour faire de l'argent. Ça m'a pris du temps hein, avant d'avoir le moindre ROI. Mais, euh, mais à l'issue de cette boîte de boissons, justement, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était no-code qui sortait par rapport à et la rapidité d'exécution que ça donnait par rapport à du code. Et comme j'avais pas mal baigné dans le milieu entrepreneuriat avec les deux précédentes boîtes, je faisais pas mal de soirées, de conférences, je rencontrais pas mal de profils et c'était toujours un peu la même galère des gens qui cherchaient des devs et le dev était précieux. Et donc je me suis dit qu'avec le no-code, potentiellement, il y avait moyen d'accélérer un peu cette partie-là et d'aider les entrepreneurs à shipper leur MVP. Et voilà, pendant un an, j'ai publié du contenu sur LinkedIn à fond pour promouvoir ça et ça m'a apporté, enfin c'était mon seul canal d'acquisition d'ailleurs, et ça m'a apporté pas mal de clients. J'ai dû faire une vingtaine de missions sur l'année. Ok. Et Ok, ouais, 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 trop cool. c'était pas mal et ça m'a permis de vérifier que le no-code ça avait une vraie valeur pour les entrepreneurs et ça m'avait aussi fait du cash en tant que freelance pour préparer la suite, quoi. Ok. Ok, ok, ok. Alors, tu vois, il y a une question qui me vient à l'esprit. T'es un codeur, tu fais des lignes de code, tu vas sur GitHub, tu fais des push, tu fais des pulls, Ouais. etc. C'est beaucoup Qu'est-ce dire, qui GitHub, fait? hein. Ah Dès que ouais, les ok. projets en solo, je faisais des pushes pour rigoler, mais en vrai, c'est juste comme ça. Ok, pour ceux qui comprennent pas, c'est vrai la private joke. En fait, quand vous faites des push, c'est ce qu'on appelle du versionning. Donc, en gros, c'est mettre à jour le code à un endroit, en tout cas la source de vérité, pour qu'un autre dev, quand il va venir travailler avec vous, puisse récupérer ce code source et donc du coup avoir une application un jour. Et donc, ma question, tu aimes coder, tu aimes les lignes de code, qu'est-ce qui fait? Parce que certains devs diront que c'est du blasphème Oui, d'aller sur c'est du une no-code. hérésie, un Non traître à mais son sang.
C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te dis parce que en plus, je pense qu'à l'époque où tu y vas, c'était pas aussi mainstream que c'est devenu maintenant, tu vois? Aujourd'hui, c'est devenu tout le monde en parle, c'est vraiment beaucoup plus accepté, mais au début, bah, c'est tout nouveau. Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Ouais, il y a peut-être un truc qui est vraiment intéressant dans le no-code» et déjà, tu commences peut-être par quel outil ou est-ce que tu touches à plusieurs outils? Comment ça se passe? Ouais, ben en fait, déjà, moi, ce que j'aimais, dans le code, c'était, enfin, j'aimais avoir l'idée et voir la création, le résultat. Et l'étape intermédiaire, en réalité, passer des semaines, sur des bugs éclatés, c'était pas mon truc préféré. Après bon, peut-être je suis pas le meilleur développeur et le plus rigoureux, mais clairement, moi, ce que je voulais, c'était voir le truc, le résultat créé et peu importe, la manière. Donc c'est ça qui a fait que j'ai pu switcher, sans problème. Effectivement, à l'époque, c'était en 2019, je crois, c'était début, ouais, début 2019 même, peut-être, ouais, début 2019. Et il y avait quoi? Il y avait juste, bah, moi, quand j'en ai entendu parler de Bubble, notamment, par le podcast, de Comet, sur Coup d'État, qui expliquait comment ils avaient, créé hacké leur première plateforme avec Bubble. C'était un peu le point de découverte pour beaucoup de gens, dans l'écosystème entrepreneurial du no-code. Et ouais, en fait, moi, j'ai entendu parler de ça. J'ai testé Bubble tout de suite et j'ai vu que en 10 minutes, j'avais fait un système d'inscription. Là où, ça me prenait des jours à faire en codant, et pour moi, ça a été le switch, il a été instantané. J'ai vu ça, je fais: «Arrêtez tout». Non, c'est le truc est trop fort. Donc j'ai aucune peine à mettre le code de côté, disons, et à entrer full sur Bubble. Et ensuite, comme, quand j'ai commencé à découvrir le code et que mon but aussi c'était de le faire découvrir un peu, je testais peut-être, un outil par semaine. Donc je faisais Glide, Adalo, Zapier, Integromat qui est devenu Make, et je testais vraiment tout et j'en faisais du contenu et j'essayais de trouver des use cases, et ça faisait partie, en fait, ma création de contenu, était nourrie par mon exploration des outils, et c'était vraiment, une semaine un outil, et je creusais un peu, tous les trucs, ce qui fait que j'étais vachement généralisé, en fait. OK. OK, OK, OK. Non, mais tu sais, c'est top ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement, quand tu as connu le code, tu vois, je sais plus, j'en parlais avec qui, mais c'est vrai que les gens pensent beaucoup que, tu vois, la vie de dev, c'est, juste créer des choses. Alors qu'en vérité, Ça, c'est la partie marrante. c'est L'autre partie, c'est exactement la ça. souffrance. C'est C'est d'essayer ça de faire marcher le truc que tu as fait. il y a ça et en plus, le plus souvent déjà, tu arrives sur du code de ce qu'on appelle le legacy, donc il y a déjà du code existant et cetera. Mais même si tu montes ton propre projet, ça prend beaucoup de temps, en tout cas seul, de débugger un projet, les gens des fois en tout cas ne se doutent pas de toutes les logiques que ça implique. Même tu vois un système d'inscription comme tu dis, tu vois? Et moi je me souviens en code, tu vois, c'est tu stockes le token, tu le mets en cache, machin. Et effectivement, l'épiphanie que j'ai eue, je pense que c'est la même que tu as eue, c'est quand effectivement je sais même pas si Bubble avait des tutos à l'époque, mais c'était très succinct. Mais quand j'ai vu qu'effectivement le système de login, il est fonctionnel en moins de 10 minutes, j'ai dit, mais jamais je coderai Un plus bloc, jamais. c'était fini. Pareil, la map, il te faisait, la Oui, génération des trucs en 30 secondes. Non, c'est trop impressionnant. beau. Impressionnant. Ah, c'est Donc c'est vrai clair. qu'en tant que dev, quand tu as connu ce pain point-là de te dire: «Ben, je veux monter un projet, mais déjà je fais mon backlog, j'essaie de faire les choses bien, je vois tout ce que j'ai à faire» et que tu vois qu'en fait là, c'est très simple et puis même à maintenir parce que tu penses aussi au maintien du produit, parce que C'est il y a clair. ce truc-là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, le no code, ça scale pas», bon plein de trucs, mais en fait, pensez aussi à la maintenabilité. Là, tu as une personne qui peut maintenir toute une application et c'est difficilement possible en code. C'est possible, mais difficilement. C'est pas tout le monde, quoi. Donc, Faut être, très, très carré sur la méthode, en tout cas. c'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, non, ultra cool, ultra cool. Donc, tu as envie, comme tu disais, effectivement, en tout cas, tu as aidé les gens à lancer leur MVP, leur projet, peut-être aussi à s'acculturer et aussi de la tech, parce que je trouve que c'est vrai que le no-code, c'est une bonne première marche, en tout cas, dans le monde de la tech. Déjà, sur ça, c'est quoi quand tu lancé en tout cas ta première académie, en tout cas ton école de formation, si je puis dire, c'est quoi les feedbacks que tu as c'était quoi le ressenti des gens une fois qu'ils voyaient qu'ils pouvaient passer, comme tu dis, de l'idée à la création? Ah, c'était vraiment, l'effet waouh, il était Mmh. incroyable. C'était, je crois que le premier jour de la formation, on faisait, un site avec Landen, qui est devenu OK. Umso, je crois maintenant.
Et Ok. en fait, l'outil, il a déjà un très bon effet web parce qu'en 10 minutes, tu crées une landing page qui est stylée et qui est efficace et qui est vraiment belle. Et quand tu sais pas du tout, tu es très loin de la tech et tu te rends compte que en ta première journée, tu as créé un site, il y avait un déclic de fou. Hmm. Et le but de la formation, c'était d'enchaîner des clics sur des clics. Et là, enfin, pour le coup, les outils no-code pour ça, c'était ouf. Il y avait Glide aussi, l'effet tout, enfin, c'est quoi, en même pas 30 minutes, 1 heure, tu as une application fonctionnelle et ça fracasse la tête. Et Hmm. du coup, il y avait vraiment cette prise de conscience qui s'approfondissait au fur et à mesure des jours. Mais le choc initial était très puissant. Ok. Ok, 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 top. Bah, du coup, si je veux, parce que je sais que t'es un gars aussi très terre à terre, très focus exécution, etc. Donc, tu as eu ce premier batch, en tout cas, ces premières personnes qui se sont inscrites à ta formation, et puis tu as pu effectivement les aider à comprendre les bases de la tech, en tout cas sur la création de MVP, et du coup les accompagner dans ça. Mais comment tu crées ta première offre? Parce qu'au début, peut-être, je sais pas, Mm. alors, Ouais. parce que peut-être est-ce que tu as convaincu les gens de te rejoindre et puis tu as commencé à créer le contenu après? Est-ce que tu as créé le contenu et tu as essayé de le proposer aux gens? Est-ce que tu l'as fait en même temps? Comment tu as fait? Sur la première offre, comment tu as essayé Ouais. de délivrer de la valeur? En fait, là où donc ce qui a vraiment facilité le lancement de la formation pour moi, c'était déjà mon année de création de contenu sur LinkedIn. Et ensuite, quand j'ai switché, donc c'était peut-être ouais, c'était année 2020, je pense, après 1 an de création de contenu, j'étais un peu très très fatigué. À un moment, j'ai fait des erreurs, genre j'ai pris j'avais 6 missions, 7 missions même, je crois, en même temps. Donc j'ai fini totalement claqué. J'ai pris des vacances et quand je suis revenu, je me suis dit bon, on va commencer à faire des trucs qui demandent un peu moins d'énergie, qui scalent peut-être un peu plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était que j'ai juste évoqué l'idée. C'était un truc qui revenait, que je voyais avec les clients qu'ils avaient besoin en fait d'itérer toujours sur leurs produits. Et moi, je voulais plutôt vendre du one shot et ensuite qui vont un peu pour avoir plus d'autonomie. Et donc, naturellement, je me suis dit, ben, il faut que je les forme. Il faut que je les forme derrière. Il faut qu'ils soient autonomes pour gérer leur projet. Parce que l'entrepreneur, il doit avancer vite. Et in fine, il n'y a que l'équipe interne qui peut des fois avoir sur le long terme la rapidité nécessaire. Du coup, j'ai juste envoyé un post sur LinkedIn en expliquant que ouais, bah, toutes ces problématiques-là que j'avais rencontrées, tous les avantages du no-code et que j'allais lancer une école du no-code à la rentrée, sans que j'ai rien d'autre préparé que juste ce post d'annonce et tout. Et de Ok. là, des gens ont réagi ont commenté le post LinkedIn et ensuite j'ai envoyé par échange de MP. J'ai closé comme ça 5 personnes. Donc vraiment, j'avais juste fait ce post, j'avais rien du tout. Quand j'ai eu des personnes intéressées par MP, je leur ai dit, ben, écoute, je t'envoie le programme. Donc j'ai fait mes slides. J'ai juste fait des slides en plus. J'ai même pas fait un site ou quoi. J'ai fait des slides sur Google Slides en expliquant le programme, quel type d'exercice il y allait avoir. Je leur ai envoyé ça. J'ai pris le prix un peu au pif et, euh, et ils m'ont dit OK, let's go. Donc j'ai fixé la date de départ 1 mois après. Et ensuite, je suis allé m'enfermer dans un studio à Reims et j'ai fait que produire le contenu et produire toute la formation avant la sortie. Ok. Ok, ok, ok. Non, non, très, très, Attends, très, très bon d'ailleurs même ça. c'était le moment où j'ai lancé la formation, c'était encore dans un contexte un peu différent parce que de base c'était Simplon qui m'avait contacté pour faire justement une formation no code et Ok. moi ça coïncidait avec cette volonté-là et ça devait se passer justement à Reims et du coup je leur ai dit bon ben ok, let's go, on fait ça. J'avais préparé un petit peu des petits trucs, mais j'avais le temps et j'avais pris le logement et ils avaient annulé, je crois, à la dernière seconde. Et là, je me suis dit, wesh, Hmm. j'ai pris un Ah logement pour ouais. rien. J'avais prévu de faire la formation, j'avais prévu de lancer ma formation avec après. Ça m'avait pas mis bien et du coup, j'ai dit bon, bah, c'est pas grave, je vais la prévendre et Hmm. je vais la faire tout seul. Et c'est comme ça que du coup, après, j'ai bien pu capitaliser sur mon poste. Ok. Mais tu vois, c'est marrant parce que des fois, tu te dis, le hasard n'existe pas, quoi. Parce que peut-être que sans ça, peut-être que tu n'aurais pas lancé de cette façon-là, aussi C'est vite, clair. etc. Donc,
Des fois, c'est un mal pour un bien, J'avais quoi. le seum sur le Donc, moment, mais au final, ça m'a bien servi. ouais. Et en plus, tu vois, je me dis, bah, peut-être, tu vois, c'est aussi, je pense que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, ou en tout cas lancer ses projets, c'est savoir rebondir. On te donne quelque chose, tu te prends quelque chose en pleine face et qu'est-ce que tu en fais avec, tu vois? C'est Typiquement. clair, ça se passe tellement jamais comme prévu. En fait, c'est si des fois même quand ça se passe, un peu bien, tu sais, un peu trop facilement comme prévu, c'est bizarre, tu te méfies, c'est: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mmh. OK, 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 OK. J'ai noté quelques petites choses là. Tu as dit tu prenais trop de missions. Est-ce que c'est parce que tu on va dire, tu évaluais mal le temps d'une mission? Ou est-ce que pourquoi tu prenais trop de missions? Ben ouais, j'évaluais un peu mal, je sous-estimais un peu mal le temps de mission et en Mmh plus, mh. j'avais du mal à dire non, à refuser des opportunités. Mmh. Parce que je me disais: «Ouais, bon, quand même, la mission est cool, le cachet est sympa, ce serait dommage de passer à côté». Il y avait un peu Mmh. ce FOMO-là, cette peur de rater le truc que j'ai appris après, était totalement contre-productif et Mmh. ensuite, oui, il y avait même si, donc j'ai appris au fur et à mesure à multiplier par 2 mon estimation de temps en fonction de ce que je pensais, mais en réalité, pour moi, ce qui marche Mmh. le mieux, c'est même de multiplier par 3. OK. Mais au début, ouais, c'était pas du tout rodé justement niveau process. C'était tout un peu à la mano sans, vraiment de méthode au carré. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de petites frictions et beaucoup de trucs à optimiser, quoi. OK. OK, OK, OK. Et Et ce qui débouche sur burn-out. de quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu? Ce qui débouche sur un petit burn-out, tranquille, un petit burn-out de Oui, faire non, des non, mais tu faire sais, appel à l'ordre. non, mais c'est ça, je pense qu'on est tous passés par là. Moi, je me souviens aussi au tout début, quand je me suis lancé en Ouais, freelance, c'était peut-être moi, c'était en 2017, c'était peut-être sur OK. les 4 ou 5 premiers mois. Au bout d'un moment, je pouvais plus voir un ordinateur. Je me disais: Ah Non, ouais, je peux plus. Ah, je peux plus». Et je c'est pense que le truc qui m'a sauvé, en tout cas, qui a fait que j'ai pas fait un vrai burn-out, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fait du sport. Et donc du ouais, coup, j'ai toujours gardé ma routine, peu importe la quantité de travail. Je me suis jamais enfermé en mode: «Ah ben, je fais plus de sport, je mange mal, je dors mal», tu vois? Je suis toujours resté en mode, ben, même si j'ai beaucoup de taf, je continue la routine le matin et tout. Et je pense que après, quand j'ai vu commencer à avoir ça, j'ai, arrêté de travailler avec les clients et j'ai continué le sport. Et je pense que ça m'a évité de plonger dans un truc ah ouais. un peu trop bad, quoi, tu vois? C'est trop bien d'avoir une vraie discipline comme ça parce que clairement, moi, quand, c'était la 1re fois là, c'est justement, j'avais pas cette discipline et je me disais: «Ah non, Mmh. il faut que je taffe», donc tous les trucs, voilà, santé et tout, Mmh. je les ai passés un peu derrière et ça m'a éclaté total. C'est ça. Et puis tu sais, le pire, c'est même pas juste d'avoir beaucoup de taf, c'est d'avoir une conscience professionnelle. Quand tu t'es engagé sur un truc et que tu vois la montagne de trucs, et en plus toi, je pense que tu es peut-être un matheux, mais tu vois la montagne de trucs, tu vois le temps que tu as, tu te dis: «Mais l'équation, elle est pas bonne. Il y a un Je pourrais pas problème. y aller». Et donc tu te dis: «Comment je vais gérer ça?» Mais en fait, toute cette réflexion-là, bah, en fait, ça te fait rester statique et te dire: «Par où je commence, en fait?» Et après, ben, ça fait un truc qui fait tu une espèce de voile et tu te dis: «Vas-y, je peux pas, c'est chaud», tu te mets au fond, tu t'en veux. Et après, au final, ça peut faire un bad trip, quoi. De ouf. Donc, non, non, mais clairement, t'inquiète, je comprends beaucoup ça. Par contre, j'ai une question. La publication LinkedIn, tu as dit que tu publiais sur LinkedIn. Est-ce que tu te souviens à quelle fréquence tu publiais ou pas du tout? Mmh. Ouais, c'était 2 fois par semaine. 2 fois par 2 semaine? posts OK. par semaine, vraiment, c'était ouais, enfin, les mardis et les jeudis même, je crois. Mardi matin, jeudi OK. soir et OK. c'était, tout le temps. J'arrivais à bien respecter le calendrier et ça a vraiment porté ses fruits. OK. OK, OK, OK. Et tu penses quoi, du coup? Parce que tu dis que en tout cas, tu as été assez un peu comment dire ça? Tu as un peu documenté ce que toi tu voyais, ce que tu trouvais, les outils no code, comment ça marchait, et cetera. Donc en tout cas, un contenu très éducatif. Tu Mmh. penses quoi du poids de ou en tout cas de l'importance ou pas, de développer une communauté avant de lancer son projet? Beh, typiquement sur la formation, moi ça a été super facile de faire mes 5 5 1res votes et d'avoir mon premier batch et ça a Mmh. vraiment été le truc sans douleur parce que j'avais cette audience-là. Donc c'était vraiment le easy mode et donc là, enfin, je sais pas si c'est pas obligatoire, mais c'est franchement quand ça marche bien, c'est satisfaisant et ça rend la vente facile. Je sais que moi, Mmh. la vente, je suis vraiment, plutôt tech,
et convaincre, les gens, c'est pas mon skill premier. Faciliter la vente grâce à la création d'audience comme ça, je recommande de fou. C'est encore différent que de la création de communauté qui demande encore plus d'énergie et aussi des skills différents. Mais disons que l'audience, c'est la première, c'est la V0 de la communauté et ça apporte déjà une valeur folle. Donc Ok, franchement, faut y aller. Si on peut, ok, c'est trop bien. ok. Et est-ce que t'avais déjà fait une newsletter à ce moment-là ou pas? Pas du tout. Même jusqu'à ce jour, j'ai toujours pas fait de newsletter. Donc, Ok. j'ai pas capitalisé, disons, sur mon audience LinkedIn. J'avais, quand j'avais fait comment ça s'appelle? J'avais commencé à faire à un moment j'ai perdu le terme. C'est pas des visios, mais c'est des workshops Des ouais, c'est terrible. masterclass? Des C'est pas... masterclass, ouais, mais en ligne, tu sais, c'est Ouais. pendant le Covid. On se donnait Ok. rendez-vous entre 12 heures et 13 heures et je faisais des démos d'outils no-code et je répondais en live aux questions des gens. Plus en façon Twitch, enfin, D'accord, en ok. global. Je Ok. sais même pas comment j'ai fait pour oublier le terme, c'est trop bête, mais c'est le truc, il est évident pourtant. C'était vraiment tout, tu sais, pendant le confinement, tout le monde faisait ça sur LinkedIn. Ouais. Bon, je vais passer cette frustration-là, mais ah ouais, mais voilà, en gros, je faisais ça. Et Ouais. ça m'avait fait une première mailing list, mais j'avais pas capitalisé dessus pour vraiment faire une newsletter. Hmm. Ok. Ok. Donc si on reprend, tu as, tu t'es présenté en tout cas, tu nous as parlé effectivement de ce premier, en tout cas de cette première école de formation que tu as créée, de comment tu as créé l'offre. Donc c'est cool, hein, tu as créé la communauté, tu as communiqué dessus, tu as été premier en tout cas bêta-testeur. Mais donc du coup, donc, et puis tu as eu la période, j'ai l'impression puisque c'est assez commun à pas mal de gens, c'est il y a un moment où les gens s'enferment comme dans une, tu sais, comme dans une Batcave, en mode, bon, là, j'ai un objectif, ça va être que ça jour et nuit, et je vais délivrer, délivrer, délivrer. J'ai l'impression qu'il y a, en tout cas, avec beaucoup de gens à qui je parle, il y a toujours cette partie-là un peu, je m'enferme à un moment, il faut que je délivre, quoi, tu vois. Ah ouais, ah bah là, clairement, moi, c'était quand je suis allé dans la cave à Reims, hein, et c'était vraiment Mhm, marrant, mais c'est parce que j'avais que un mois et enfin, j'avais cette théorie il fallait que je me mette dans la merde pour être productif, en fait. Il fallait vraiment mhm, que ce soit chaud de ouf et que ça démarre pour que là, je carbure. mhm. Ouais, non, non, mais clairement. Et donc, du coup, donc, quand tu as créé cette première offre, rappelle-moi en tout cas, le parcours ou la cohorte, ça a duré combien de semaines? C'était une cohorte en 4 semaines. Ok. Et on se voyait, on avait 2 visios par jour sur la première version. Donc une visio le matin pour kickstarter un peu la journée, c'est quoi les exercices, c'est quoi les objectifs, et une visio en début d'après-midi pour se débloquer un peu là où il y avait des petits problèmes, qui en était où, s'échanger des tips entre Mhm. les apprenants. Donc ça, c'était Ok. la première itération. Et au fur et à mesure des itérations, c'est resté sur du 4 semaines. C'est juste la fréquence qui a changé, la manière d'aborder les exercices et la manière de communiquer entre les apprenants qui a un peu évolué. OK. OK, OK, OK. Et tu vois, tu parles du coup d'itération. Comment, parce que du coup, je pense qu'un produit est toujours amené à évoluer. En tout cas, on peut toujours se rapprocher exactement de ce que veulent nos utilisateurs. Comment justement tu as géré ces itérations? Est-ce que c'était des formulaires que tu avais mis en place à la fin de chaque cours? Est-ce que c'était des discussions un peu asynchrones ou informelles? Comment tu as géré, comment tu savais, sur quel axe tu devais, t'améliorer, en tout cas itérer, et comment tu récoltais ces feedbacks-là? Ouais, bah, c'était l'avantage d'avoir des petites, cohortes, donc c'était entre 5 et c'était vraiment 10 personnes le max. C'est que, bah, je les connaissais tous, vraiment bien, on se voyait souvent et c'est que au fur et à mesure déjà je leur posais des questions, mais surtout à la fin, je prenais, minimum 1 heure avec chacun pour faire le point sur leurs objectifs, faire le point sur leur ressenti de la formation, comment ils se sentaient en confiance justement pour atteindre leurs objectifs derrière. Parce que moi ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'une personne elle vienne avec ses objectifs, je veux sortir mon SaaS, je veux trouver des missions, je veux devenir freelance. C'était qu'elle y arrive. Et enfin, c'était ma seule métrique d'ailleurs, c'était combien on réussit à atteindre leur objectif à la fin. Et donc, c'était vraiment pas, c'était que du call et de l'intuition.
Vraiment, je tourne beaucoup, beaucoup, à l'intuition, et assez peu à la data finalement. Ce qui demande je me suis rendu compte que ça demandait plus d'énergie parce qu'en fait, quand tu dors pas, c'est parce que ton intuition, elle travaille la nuit pour faire les liens entre tous les trucs. Alors que je me dis quand c'est la data, c'est, l'ordinateur qui travaille la nuit. Mais à part les petites pressions comme ça et tout, ça a bien marché jusqu'à présent. Et du coup, c'était vraiment après je suis devenu vraiment très proche de chaque personne que j'ai formée finalement, parce on était ensemble et jusqu'à aujourd'hui, on est encore, vachement en contact mais c'était vraiment des calls et je prenais un mois entre chaque session pour, prendre le temps de digérer tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait, été dit et de balancer la nouvelle version et de rendre les choses, je me suis rendu compte après que le plus important, c'était le cadre en fait que tu donnais et d'essayer de manager la motivation pour arriver au bout des 4 semaines sans drop et sans être frustré. Parce qu'en fait, ce que les gens venaient chercher dans la formation, c'était davantage un cadre pour réussir à se canaliser qu'autre chose. Mmh. OK. En fait, c'est top ce que tu dis parce que c'est toujours un truc que j'avais pensé puisque moi aussi j'étais, dans la formation chez Growth Tribe. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont mesurer le succès d'une formation par le nombre d'inscrits, Mhm. mais alors c'est un succès pour toi en tant que Financier, c'est aussi. vendeur, en tant que sales en tout cas, mais effectivement, regarder en tout cas, corréler ça au nombre de personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif, ça pour moi, c'est une vraie métrique, tu Mhm. vois? Parce que ça effectivement, en fait, c'est une boucle vertueuse parce que si quelqu'un avait un objet est venu avec un objectif A, que ta formation est passée par là et qu'il a atteint son objectif A, forcément, il va en parler, il va recommander, De il va fou, montrer aux autres et cetera, tu vois? Donc de ça, fou. c'est une vraie métrique ça. De fou. Et d'ailleurs, en plus, bah, je mesurais vraiment rien, mais je sentais que j'avais un bon KPI puisque finalement, après, sur le batch 2, c'était que des personnes qui avaient été, référées du batch 1 quasiment. Il y avait peut-être Mmh. 70 personnes qui venaient de referral et à chaque fois, en fait, c'était énormément de referral. Et après, OK. a posteriori, je sais pas si c'était forcément une bonne chose, mais moi, j'étais vraiment impliqué. En fait, chaque personne qui droppait, parce qu'il y en a eu qui ont droppé de la formation, je le vivais vraiment comme un échec personnel. Et j'étais Mmh. vraiment dégoûté et je faisais vraiment tout pour pas que ça arrive. C'est ce qui m'a fait aussi, vraiment chercher, après je suis tombé dans tout ce qui était gamification justement et là, ça a été un gros kiff aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ça. Mais c'était vraiment ouais, c'était vraiment un échec personnel quand quelqu'un il droppait et ça, c'était le truc que j'essayais d'éviter à tout prix. OK, OK. Ouais, en plus, tu vois, tu as parlé de gamification. Je sais que c'est en tout cas, c'est un sujet qui t'a soit qui t'intéresse toujours, en tout cas qui t'a beaucoup intéressé à un instant T et je me souviens en fait de la fois où on s'est vu justement à la Felicita et que je pense que tu m'as parlé de gamification pendant au moins 1 h 30, 2 heures Des et matrixé! non, mais pour les bonnes raisons. Quand je dis ça, c'était vraiment positif parce que je me disais: «Mais waouh, mais il a raison de ouf, la gamification et tout, c'est un truc de ouf». Donc, est-ce que tu peux nous parler de gamification ou comment tu as, à un moment, à un instant T, tu as essayé de saupoudrer, je dirais, ce produit-là de gamification? OK. Ouais, je pense que en plus, c'est vrai que le meilleur moyen d'illustrer, c'est par des exemples, pratiques Mmh. et donc par exemple, un truc tout bête, c'est que moi, dans mes contenus, j'avais divisé, les contenus théoriques des, contenus, pratiques et exercices. Et vu que les contenus, théoriques, c'est vraiment le truc passif, c'est le truc qui était la pilule, disons, la plus dure à faire passer. Donc, première chose, j'essaie de le réduire au maximum, mais là, on n'est pas encore dans la gamification, c'est des contenus de 3 minutes et même là, la rétention d'informations, elle était un peu claquée au sol. Et Mmh. ce qui a fait que là, on est passé à un autre niveau, c'est quand je l'ai mis dans un Kahoot. Donc Kahoot, c'est un outil qui permet de faire un quiz compétitif, en fait. On pose des questions, celui qui répond le plus vite et qui a la meilleure, streak de réponse, qui répond le plus en série, il a le plus de points et il gagne et tout le monde voit son score et tout le monde voit que c'est lui qui a gagné. Et juste de passer le call de tous les matins sur plutôt que vous consultez, le cours de votre côté et après vous avancez, on se faisait les deux trois vidéos, pendant le questionnaire et là, tout le monde retenait les informations parce qu'il fallait gagner, en fait. C'était la compète et tu voyais, tu finissais top 1, tu voyais le classement final et juste ce petit hack de transformer en jeu compétitif la partie théorique, ça a fait toute la diff.
Donc, cet Hmm. exemple, par exemple, d'introduire du coup de la compétition, c'est un aspect social très puissant. Et c'est aussi pour ça que moi je crois vachement en la cohorte plutôt que du cours. C'est que l'aspect social, c'est un aspect inhérent à la gamification. C'est vraiment le truc qu'on préfère faire pour jouer, c'est qu'on joue pas tout seul et on interagit. J'avais aussi, par exemple, un aspect de tutorat. C'était qu'il y avait certaines personnes, quand elles performaient vraiment bien, elles étaient désignées pour aller mentorer, d'autres personnes et ça aussi, c'est une forme de gamification. En fait, c'est faciliter du et favoriser du lien social et en plus, c'est une des meilleures manières d'apprendre quand tu expliques à quelqu'un. Donc plein de petits sujets comme ça. OK. Non, c'est ultra intéressant. Je pense que, tu sais, je sais pas si ça te fait ça aussi. En fait, je rebondis par rapport à ce que tu dis. En fait, l'effet de groupe, c'est un vrai truc. Il y a une espèce Ouais, d'élan qui se crée parce que l'énergie, tu vois, on est des humains, qu'on est avec des gens et cetera et même, toi, sur le sport, c'est-à-dire que des fois, quand tu es solo, tu as certaines performances, tu vois, peu importe, hein, tu as certaines performances. Quand tu es avec des gens et qu'il y a tes potes qui sont là et que des fois, il y a de l'ego et cetera ou même, de et la bienveillance, bah, en fait, tu as des performances que tu aurais jamais eu solo, tu vois? Et ça, c'est un truc de fou, mais c'est quoi. clair. Là, dans le parcours là, par exemple, il y a un moment, j'y avais passé 1 h 30 devant un saut que j'essayais de faire, mais j'avais les capacités, mais mentalement, c'était chaud. Je me dis et j'y arrivais pas et quand j'y suis allé avec mes potes et tout, avec l'élan et c'est parti direct. Donc Mmh. franchement, c'est un super pouvoir, et après ça peut aussi être, négatif. Donc si par exemple, il y a des gens qui commencent à abandonner, ça peut créer une spirale un peu descendante. Il faut trouver comment manager l'énergie de groupe, mais c'est trop Mmh. puissant. Si tu arrives à la Mmh. canaliser, parce que ouais, même il y avait des featuring qui se créaient après des fois entre des apprenants qui matchaient vraiment bien entre eux. Et il y avait vraiment des belles, réactions chimiques, on va dire. OK. Non, non, trop bien, trop, trop bien. OK, OK, OK. Parce que oui, Maury fait du parcours. Tu nous dis 2 mots sur le parcours et pourquoi t'aimes ça? C'est ça, j'ai dit, parcours, mais c'est plus de l'art du déplacement. Parcours, c'est juste que tout le monde connaît, c'est le truc où on saute entre les bâtiments. Mais en fait, ça a OK. été créé à Évry par, les Yamakasi et ça Mmh. s'appelle l'art du déplacement. Et franchement, ce que j'ai adoré, bon, de base, la voltige et tout, ça avait l'air marrant, mais c'est quand j'ai rencontré la philosophie, des fondateurs qui nous expliquaient un peu, pourquoi c'est un dépassement de soi et qu'est-ce que c'est que être fort et courageux. Ça m'a touché et c'est quelque chose ça a une dimension encore plus concrète que l'entrepreneuriat dans la prise de risque et dans savoir de quoi tu es capable. Et tu as une réponse immédiate. En plus, par exemple, dans la gamification, un truc important, tu vois, c'est d'avoir le feedback instantané. C'est quand tu fais une action, de savoir si c'est bien ou pas. Et des fois, en entrepreneuriat, tu tentes des trucs, mais tu sais pas tout de suite si ça marche ou pas, tu doutes, tu es un peu perdu. Là, si tu lances ton saut, si tu te casses la gueule, tu le sais tout de suite. Et Mmh. il y a ça donne ce côté un peu addictif et stimulant et ça donne, enfin, ça a un côté concret du coup, très très puissant que pour moi je suis tombé, totalement fan et en plus du coup, là, ça me donne une discipline sportive de fou et c'est très cool parce que contrairement à une machine comme toi, tu vois, moi j'arrivais pas à aller à la salle et à me motiver vraiment. C'est à bout d'un moment, je sais pas, il y avait un truc qui me manquait et ça, pour le coup, je l'ai trouvé à l'art du déplacement et à le fait de bouger, avec les autres. Et pour, toujours faire dans la boucle de la gamification, c'est un truc qui est, un principe fondamental, c'est que chaque personne est un joueur de type différent. Et même dans différentes situations, tu vas être un joueur de type différent. Donc tu peux être plus un joueur social qui va avoir plus d'énergie avec les autres et dans l'interaction qui va thrive et tu peux avoir des joueurs de type solitaire. Tu vas avoir des joueurs qui vont plus être dans la créativité, d'autres qui vont être dans l'accumulation et en fait, la difficulté dans la gamification, c'est de créer une expérience qui va satisfaire tout type de joueur et chaque type de joueur va apporter à un autre type de joueur pour créer vraiment des boucles, un peu comme une économie finalement. Et en fait, on peut pas créer un jeu pour un seul type de joueur parce que c'est pas un Mmh. persona. Tu peux avoir, Mmh. par exemple, des développeurs freelance qui vont être plein de types de joueurs différents. C'est plus un trait de caractère. Tu peux pas cibler ça vraiment, ou bien je suis pas assez fort en Facebook Ads, mais c'est ce qui fait que c'est dur de faire une expérience pour un seul type de joueur. Il faut vraiment essayer d'englober
plusieurs parce qu'ils ont chacun de la valeur à s'apporter les uns aux autres. Non, non, bien sûr, mais c'est sûr que déjà merci pour ton partage sur ça parce que moi j'ai toujours respecté, déjà les gens qui jouent avec moi j'appelle ça jouer avec la mort, hein. Sauter du haut là, entre les bâtiments, non, 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 moi je ferais pas ça. Ah, c'est Tu technique. En vois? plus, je me suis blessé il y a pas longtemps et ça m'a vraiment mis, dans le mal pendant peut-être 1 mois et demi. Mais OK. c'est ça aussi, c'est recommencer la pratique qui m'a fait revenir et qui m'a fait reprendre, Mmh. beaucoup mieux en santé. Et non, c'est vraiment, c'est mentalement, c'est je trouve, c'est ça prolonge encore l'entrepreneuriat sur, la découverte de soi. J'apprends beaucoup et là, par exemple, tu vois, quand je lançais un nouveau produit et je commençais à avoir des doutes, «Ah, est-ce que ça va passer et tout?» Et je me suis souvenu d'un moment où j'avais réussi à grapper une corde, 7 mètres de corde, à un bras parce que, il y avait pas le choix, parce que j'avais décidé que j'allais le faire et je l'ai fait Mmh. et je me suis dit: «Bah, si j'ai réussi à faire ça, je peux aussi réussir à lancer ce produit et à ce truc-là». Donc moi, je me sers vraiment de côté retour immédiat de la pratique pour me dire que je me suis prouvé que je pouvais le faire. Même si j'ai pas le retour immédiat, sur l'entrepreneuriat, il y a pas de raison, c'est on applique les mêmes choses, la même mentalité surtout et let's go. OK. Non, non, super, super intéressant et puis ouais, c'est vrai que déjà je trouve que c'est cool d'avoir, c'est je dirais pas un exutoire, mais en tout cas d'avoir un truc un peu physique, tu vois? Parce qu'on est Ouais, de l'entrepreneuriat, fou. on fait beaucoup de choses, alors ça dépend de l'entrepreneuriat, mais Dans la en tout cas tête. sur les business Ouais, digitaux, on est beaucoup dans la tête et c'est vrai que ouais, des fois, on se prend la tête pour des trucs, mais en fait, ta vie, elle est pas en jeu vraiment, tu vois? T'es pas c'est non clair. plus en train de mourir, quoi et puis là, en fait, avoir une activité physique à côté, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment un bon complément, quoi. Ouais, en tout OK, cas, je OK, sens que OK. d'avoir ça dans ma besace, ça m'apporte sur le long terme. Ouais, non mais c'est cool, c'est trop, trop, trop cool. Trop, trop cool. OK, donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un produit, que tu vas lancer, si tu veux en parler, ou d'un produit que tu as lancé récemment? Donc qu'est-ce que tu souhaiterais aborder? Carrément, bah, là, il y a le produit que je suis en train de lancer, en ce moment. C'est justement un produit qui visait, à résoudre tous les problèmes de process que j'ai eu en tant que freelance moi-même ou Mmh. en tant qu'agence quand, j'ai commencé à travailler avec d'autres développeurs et avec, des product managers et des sales et à essayer d'assembler toutes les équipes. Et c'était en fait, bah, j'ai constaté qu'il y avait plein de longueurs et de tâches ingrates dans la durée de vie d'un projet. À commencer par, faire son devis, rapidement. Des fois, c'est quelque chose qui va pas closer, mais tu dois quand même y passer du temps et c'est quelque chose que tu factures pas. Et surtout, par exemple, la rédaction du cahier des charges. Donc là, le premier produit que je viens de lancer, ça résout ces 2 problématiques-là. C'est un chatbot qui va poser, au client, les 1 questions, rapides sur le projet, qui va faire des suggestions, qui va le guider vraiment en 3 4 questions pour qu'il soit capable de bien expliquer, ce dont il a besoin et qui ensuite, à partir de ça, va sélectionner direct, les fonctionnalités, qui va annoncer: «Bah, écoute, ça va te coûter tant, ça va prendre tant de temps à développer. Voilà chaque fonctionnalité qu'on va développer» et pour chaque fonctionnalité, qui va générer aussi des critères très précis de qu'est-ce que c'est que la fonctionnalité livrée ou pas. Ce qui va permettre de se mettre d'accord tout de suite avec le client. Ah beh, tel critère, tel critère, tel critère, c'est ça qu'on appelle des critères d'acceptation. C'est ça qu'on va faire et rien d'autre. Ça évite les surprises et plutôt que de rédiger tout ça soi-même, d'y penser, là, c'est GPT qui travaille pour nous et qui nous fait peut-être 80-90 du travail et nous, on vient juste, faire des petits ajustements. Donc ça nous permet de faire ce cahier des charges que souvent, qui est très laborieux et du coup, on a un peu la flemme d'aller au bout, et on commence à build. Là, il est fait rapidement et ça nous empêche, les allers-retours de fin de mission qui sont vraiment ce qui bouffe, ça bouffe l'énergie que en tant que freelance ou en tant qu'agence, c'est vraiment ce qui tue tout. Mmh. Ouais, beh, la façon je quand tu dis ça, je sens que tu as quand même pas mal d'expérience parce que Pas mal déjà, de en souffrance fait, surtout. parce que c'est vrai qu'à partir du moment en fait, moi j'ai compris un truc, en tout cas même en business de façon générale, mais aussi beaucoup sur la prestat de service, c'est qu'à partir du moment où tu laisses un quiproquo, C'est il y aura des mort. problèmes. Ah non, mais Il y c'est aura des clair. problèmes, mon ami. Ah Si tout le ouais. monde n'est pas aligné et n'a pas compris la même chose et n'a pas les mêmes attentes, il y aura des problèmes. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, hein, ça veut pas dire que le Non, non, client il non. est mauvais ou que le dev il est pas bon, mais vous n'êtes pas alignés.
Et ça, Exactement. effectivement, comme tu dis, le cahier des charges, en tout cas, un document de l'écrit, c'est ultra important de dire noir sur blanc, voici ce que vous attendez, voici ce que vous demandez, voici ce que ça doit faire. Fin du game. Tu vois? De ouf. Et c'est là où, par exemple, je trouve que et comme ça fait 2 3 mois que j'expérimente avec, GPT et tout, que je suis vraiment impressionné sur sa capacité à être un assistant. Par exemple, il y a des trucs auxquels tu penses pas forcément, mais lui, il va te les sortir et ça va te rappeler le truc. Ben, dans le développement d'applications, on pense jamais, par exemple, on se dit: «Bah, faut que ça charge», on se dit jamais, «Ça va se charger vite, ça va être f» on se dit: «Ça va être fluide», mais c'est pas précisé. GPT, lui, va te dire: «Bon, beh, temps de chargement de 2 secondes, sur un réseau, 4G», par exemple, et préciser des choses comme ça fixe les attentes pour tout le monde et sur plein de Mmh. détails. En fait, c'est des trucs auxquels on n'aurait même pas pensé et juste le fait qu'il le mentionne, ça fait qu'on va avoir une discussion, qu'on va régler le point rapidement et ça permet vraiment de pas oublier les choses et en c'est vraiment un super assistant de ouf. C'est toujours le pense-bête qui vient rajouter: «Ah ouais, mais et ça et ça et ça». Même si, comme il est pas exact, il le formule pas, forcément à 100 exactement bien. Juste le fait qu'il le mette sur la table, c'est une value de ouf. Mmh. OK. Non, non, mais ultra intéressant et en plus, d'après toi, le parce que du coup, donc tu as créé cet outil-là qui vient en tout cas parce qu'en tout cas, un produit en général fait gagner soit du temps ou de l'argent aux gens. Là, en général, ça du moins, ça fait gagner du temps et de l'argent puisque le temps, c'est de l'argent. Hem, Ma Corrélé. question d'après toi, ça prenait en tout cas, ça prend combien de temps si, par exemple, sur un on va dire un projet classique, hein, je sais pas de combien de features, mais une appli, une marketplace, je sais pas, peu importe. Ça prendrait combien de temps de faire ce cahier des charges et avec ton outil, ben, on gagne combien de temps du coup? Bah, vraiment, genre faire le devis déjà, ça prenait, au moins, une après-midi. Donc, Mmh mh. on va dire une après-midi et faire un gros cahier des charges, c'était beaucoup d'allers-retours. Donc c'était au moins, ça dépend en plus à quel point le client est exigeant, mais au moins 3 4 calls répartis sur, minimum 4 jours. Donc en grand minimum, on va Mmh. dire 4 jours et demi, 5 jours, et donc 5 jours et maintenant avec le tool, en étant bien efficace, ça nous prend, je sais pas, entre 1 et 3 heures, pour faire OK, la le devis, ça prend, 10 minutes et mmh, le cahier des charges complet, ouais, maximum 3 heures. OK. Ah ouais, super nice. Parce qu'en plus, c'est vrai que cette un peu cette je dirais cette avant-vente ou même, ces process de closing là, tu pas tu pas sûr de vendre, mais il faut passer du temps justement avec les clients et effectivement comme tu dis, c'est du temps en fait, c'est un temps que tu passes mais que tu ne factures pas, Que tu tu vois? factures pas de fou et en plus, j'ai découvert du coup en testant l'outil, c'est que, il y a aussi un effet waouh pour le client de voir apparaître directement, même quand il demande: «Ah ouais, cette feature-là, j'avais pas pensé» parce qu'il voit dans la liste des features, disponibles, pas forcément celles Mmh sélectionnées. mh. «Ah ouais et ça c'est quoi?» Donc déjà, il y a une capacité d'upsell et quand tu cliques dessus, qu'il voit le prix changer, et il va très rapidement dire de lui-même: «Ah oui, ça c'est pas forcément utile», parce qu'il Mmh. y a faire un devis et ensuite ajuster le devis et ça, d'où souvent c'est plein de discussions: «Ah oui, ah là c'est un peu cher, où est-ce qu'on rogne?» de négociations. Ça Mmh. fluidifie de fou la négociation et en général, là où avant, mon call de découverte d'1 heure, c'était pour bien comprendre le besoin, là ça a transformé le call de découverte en: «Ah oui OK, bah, je sais que je veux cette feature. Celle-là, bon, bah, pas pour l'instant», et en fait, il a déjà le devis et il sait déjà s'il va partir dessus ou pas. Il a juste à prendre la décision et c'est réglé, quoi. OK. OK, OK, OK. Non, mais super, super intéressant. Hem, sans nous dévoiler en tout cas ta secret sauce derrière ça, mais juste sur l'interface ou autre, c'est quoi ta stack technique? C'est vraiment Bubble en interface, Mmh. donc bah, toute l'interface du chatbot, de l'outil. Hem, bon, je pense que c'est pas forcément pas pertinent de le partager là, ça comme on finit en podcast, ce serait, couper la value en 2 trucs. Mais donc Bubble pour l'interface et On pourra le faire à derrière. la fin. OK, OK, nice. Ouais. C'est j'utilise n8n pour combler quelques petits manquements de Bubble, mais globalement Mmh. n8n il sert vraiment à faire des calls API, à GPT, donc à OpenAI GPT-4 et aussi à ce qu'on appelle des bases de données vectorisées. Donc Pinecone, c'est des embeddings et en fait, ça permet de faire du matching entre, si j'ai un texte qui parle de quelque chose, je vais le comparer à moi, ma base de fonctionnalités pour savoir laquelle,
correspond le plus à ce texte-là. Et c'est ça qui me permet de prendre ce que le bot, a comme résultat, à une base de fonctionnalité qui est déjà préexistante. Ok, ok. T'as vu le nouveau pricing de Bubble? Ah bah, ça, Qu'est-ce que mais tu oui, en moi mais penses? ça va, moi j'ai mon legacy, je reste accroché au legacy comme ça pendant 1 an et demi parce que, Ok. t'inquiète, d'ici là, on sera passé, à un outil no code, open source, on aura tout réglé. Mais tu vois, ça, c'est une vraie question. C'est vrai que, Mmh. et de toute façon, je pense qu'en fait, dans la vie, il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans une décision que tu prends. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que le no-code, et moi aussi je suis partisan de dire ça, que ça te permet d'aller tellement vite, de passer de l'idée à la réalité ou à la création tellement vite, qu'en fait, même pour jeter, c'est beaucoup plus facile. Parce que t'as pas mis Mmh. beaucoup d'émotionnel. Donc en fait, si ça marche pas, le truc, tu sais pas, tu dis, allez, je me laisse 1 mois pour que le projet il marche. S'il marche pas, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup d'attaches, tu vois. Alors que si tu as codé pendant 6 mois, moi, ça m'est arrivé sur le premier projet, c'est compliqué, tu vois, de te dire, ouais, je vais jeter ça et tout, t'es biaisé, tu vois. Clair. Et donc, ma question, tu penses quoi justement des outils no code? Parce qu'effectivement, ça va très vite, mais au final, l'outil ne te donne pas en vrai la même liberté que tu as quand tu fais du code, en vrai, tu vois. Donc toi, tu Ouais. penses quoi de ça? De je dirais pas que c'est un peu cadenassé, mais un peu quand même, tu vois, dans le sens où, bah, tu utilises l'outil, OK, mais bah, tes données sont, alors tes données, bon, ta base de données, pardon, elle peut être, à l'extérieur des outils, ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, ce que tu développes, il est quand même sur l'outil. Toi, tu penses comment tu vis ça? Beh, pour moi, c'est quand même une bonne chose parce que, on dit souvent la créativité naît de la contrainte. Mmh. C'est comme quand tu par exemple, une des manières qui m'a beaucoup aidé, faire tous mes choix de ton, de brand et tout, c'est de fixer la contrainte que toute ma brand, elle allait devoir reposer sur l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, qui est un show. Et à Mmh. partir du moment où j'ai posé ça, il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire, mais dans les trucs que je pouvais faire, les décisions étaient beaucoup plus rapides, et ça fait aller plus vite, en fait. Donc c'est pareil avec Bubble, des fois, il y a des trucs que tu peux pas faire, mais tu vas à l'essentiel, tu prends ces contraintes-là, ça enlève tout un univers des possibles et ça te laisse que certaines options. Donc ça te met des œillères, Mmh. ça réduit tes possibilités et du coup, ça réduit ton indécision aussi. Ce qui est franchement une très bonne chose. OK. Et donc pour moi, c'est sur cet aspect-là, qui est un peu restrictif, à partir du moment où tu sais que ça va te permettre de faire ce dont tu as besoin, c'est une bonne chose qu'il y ait plein de choses qui soient impossibles. Et c'est pour moi, c'est au même niveau que quand tu fais, quand tu as une brand et que tu fixes tes contraintes de brand avec un portrait chinois ou, pour moi, c'est un hack qui a changé, ma life de tout fixer sur un show parce que vraiment ça rend tout évident. Ah ouais, je veux faire une communication, bim, je chauffe un GIF, il y en a pas des milliers, c'est celui-là qui match le mieux, c'est parti. Mmh. OK. OK. Non, non, super, super intéressant. Et donc du coup, donc là, c'est sur la phase, en tout cas, je sais que tu es dans la phase de validation de l'idée. Là, en tout cas, Exact. je mets toujours ça, c'est un peu, je mets des guillemets, un peu un unfair advantage, mais comme toi-même, tu es passé par ce pain point-là, la vérité, c'est que tu dois trouver d'autres Maury Foldet qui sont passés, en tout cas, qui ont en ce moment ce pain point-là, tu vois? Je pense que Beh, cl c'est plus simple à clairement, aller, de ouf. L'idée, elle est venue de là. Je vais voir mes anciens partenaires, les gens avec qui j'ai travaillé, dans l'écosystème. Donc forcément, ça facilite, pas mal de choses. mmh. Et c'est quoi, du coup, ton ambition avec ce projet-là? Est-ce Mon que ambition avec ce Maury Foldet, projet, il en vas-y, là, vas-y. Non, vas-y, vas-y. en fait, je veux faire tout un studio donc ça, c'est le projet, c'est la première marche et derrière, ça permettrait aussi de faire la suite qui est de générer des maquettes Figma automatiquement à partir du cahier des charges en faisant quelques choix sur le style, ce sera plutôt dans telle ambiance, destiné à telle personne. Pareil, de générer de la documentation technique. On va utiliser tel stack, on génère la documentation technique. Générer des tests automatiques. Par exemple, un truc qui est chiant avec le no-code, c'est qu'on n'a pas vraiment de tests automatisés. Or, avec Mmh. GPT, c'est un truc qui peut se faire aussi. Parce il peut faire du Puppeteer ou du Selenium. Il va coder ton Selenium en fonction de ce que tu lui as demandé, en fonction de ce qu'il voit du site. Et il va te coder en fait tes tests unitaires. J'ai même déjà vu un tool, je sais plus comment il s'appelle, mais qui fait déjà ça et qui a l'air très impressionnant.
Donc en OK. fait, c'est une suite de tools qui vont se suivre, se succéder, les uns les autres et moi, mon objectif, c'est de créer, d'avoir une audience de clients qui vont en fait toujours qui ça va être toujours pertinent pour eux de m'acheter le prochain produit. Mmh. Et ça, c'est pour juste pouvoir continuer à toujours tester des nouvelles idées, toujours, pousser un peu les limites, surtout, avec maintenant, tout ce qu'on peut faire, avec GPT, pour pouvoir toujours m'amuser à créer plein de petits produits et savoir que je pourrais les vendre facilement parce que j'aurais déjà construit l'audience. Moi, mon Mmh. kiff, c'est vraiment de build et la vente, c'est plus une souffrance qu'autre chose pour moi, donc si je peux la faciliter au max, ça me va vraiment. Donc c'est vendre facilement et build des trucs cool. OK. C'est vraiment ça l'objectif et après en termes de vision, moi, par exemple, je sais que je m'arrête à 10 K par mois de bénéf. C'est mon max. Ça me vient de quand j'avais lu, Company of One de Mmh. Paul c'est comment? Jarvis. Paul Jarvis, tout à fait. Ah, il est chaud. Et je crois que c'est un des premiers trucs. Je trouve que le livre est bien, mais vraiment dans la première partie. Après, je sais pas s'il s'étale. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Mais moi, c'est Ouais. vraiment la première partie qui m'a vraiment fait kiffer. Et un des premiers trucs qu'il dit, c'est ah ouais, mais en fait, à combien tu t'arrêtes? Et c'est une question qu'on se pose pas forcément, mais Exactement. ouais, et ça fixe les choses. Donc comme ça, moi, je sais que j'ai tel objectif et au bout d'un moment, je construirai plutôt des produits, soit qui vont pas forcément je vais pas avoir besoin de les monétiser ou alors ce sera vraiment très, très, très facile à monétiser et sans pression, quoi. Ouais. En fait, tu sais, par rapport à ça, comme Ouais, par rapport à ce que j'en ai pensé, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce livre-là, donc c'est qu'il est très pragmatique déjà et puis, de tu le ouf. mec qui s'est dit, en plus c'était en tout cas, c'est l'un des premiers en tout cas à avoir commencé à parler de ça un peu, puisque maintenant aussi c'est une grosse trend, le solo business, les Soloprenariat, solopreneurs, les ouais, indies, mais il en a beaucoup parlé et en fait, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, pendant en tout cas moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu bullshit, de dire, «J'ai une vision, j'ai ceci, j'ai cela». En vrai, frère, moi, je me disais: «Tu fais du bif, tu fais de l'argent, tu réfléchiras après». Mais en fait, c'est un espèce de cyclone dans lequel tu te lances et en fait, tu penses que tu as jamais assez. Surtout, en plus, si tu viens de loin, tu te dis: «Bah, il y a toujours une opportunité, je la saisis». Mais en fait, de ouf. effectivement, quand tu as cette question de te dire: «Bah, en fait, qu'est-ce qui t'anime vraiment et où est-ce que tu veux aller?» En fait, tu commences à aller chercher au fond de toi, à te dire: «Ben, OK, comme tu vois, 10K ça me va, 15K ça me va, 5K ça me va, peut-être ajouter 500 € de plus parce que je sais que je l'aurai pas en augmentation de salaire par mois, ça me va, peu importe, tu vois? Mais à partir du moment où tu es aligné avec ça, et ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tes actions découlent de ta vision, Exactement, tu exactement et vois? de la vision de la vie que tu veux construire et du coup, Mmh. tu sais que la vie que tu veux enfin, du coup, ça a posé les choses. Tu sais combien tu as besoin, mais en fait, tu sais pourquoi tu sais combien tu as besoin? Parce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire avec et du Mmh. coup, ça exactement, tout découle de là, en fait. Exactement et donc non, non, c'est super intéressant. Il y a aussi un autre qui est bien, je sais pas si tu l'as eu, c'est, The Minimalist Entrepreneur Non, de j'ai pas lu. je crois que c'est le mec qui a fondé Gumroad qui a écrit ce livre-là. OK, Pardonne-moi OK, si je me trompe, mais je crois nice. que c'est C'est ça. Sahil? Ouais, voilà, je crois que c'est lui, O ouais. Attends, je vais même OK, checker en OK, direct, mais OK. clairement, il a fait un bête de livre. En fait, moi, il a fait, en fait, une série un peu sur YouTube en audio. Ouais, Sahil, Lavinja et OK, Stéphane aussi m'en a parlé, donc Stéphane Boudmi, shout out et non, OK, non, très, très, OK. très, très bon, quoi, donc non, non, très, très bon livre aussi, donc ouais, franchement, j'aime bien Mmh, cette vision je vais un checker. peu de quoi? Ce minimaliste entrepreneur, je vais checker. Ouais, j'aime bien cette vision édulcorée de l'entrepreneuriat où tu pas obligé d'aller déjà tu forcément c'est ren tu penses renta et puis tu sais aussi il y a un truc, c'est que quand tu build, je trouve, hein, que tu penses quand même rentabilité très tôt et tes choix, tu te dis: «Bon OK, Mmh. on va voir si c'est rentable ou pas». Tu vas pas dire, «Bah, voilà, j'ai une source de revenus illimitée, j'ai levé des fonds avec un PPT et cetera». Non, non, c'est très focus rentabilité. Ça vend ou même pas rentabilité, mais au moins générer du CA au début, tu vois? En te disant: «Voilà, au moins ça vend, il y a un product market fit et puis là, je commence à aller faire d'autres choses», tu vois? Et ça comme ça t'empêche de tomber dans toujours build des features sur feature sur feature, et jamais sortir le truc. Le fait, d'avoir l'habitude de devoir le mettre dans les mains et le vendre, c'est que, faut que ça sorte, faut que ce soit concret et il faut rapidement aller se confronter aux gens, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, parce que moi, en tout cas, je trouve que tu es un gars, tu parles, tu es très à l'aise, en tout cas, tu as l'air voilà, tu l'air assez à l'aise quand tu discutes. Qu'est-ce qui fait
que la vente, c'est une souffrance. T'as dit souffrance, Maury. C'est vrai, j'ai dit souffrance. En fait, je sais pas, je j'aime vraiment pas, convaincre les gens. Bon, c'est pas OK, j'ai pas envie de passer du temps à ça, d'aller chercher le truc, je sais pas. OK. Parce que, j'ai fait des justement la vente, après, peut-être que je le qualifie mal, mais quand je vendais ma formation, par exemple, c'était super facile et du coup, c'était vraiment pas une souffrance. C'est juste, je parlais de la vision que j'avais du truc et tout et du prix et la personne elle disait: «Bon, ben, let's go» et moi, je veux vendre que comme ça, en fait. Que en fluide, Mmh. c'est tac, en 30 minutes, c'est réglé. On n'a pas besoin de faire, 4-5 calls. Si en 15 Mmh. minutes de call, c'est pas fini, c'est pas la peine. Mmh. Et c'est vraiment ça, si s'il faut relancer le truc et tout, et revenir et tout, si ça reste sur la tête pendant enfin, comme on fait avec du long compte et enfin, du gros compte et des trucs comme ça, pour moi, c'est relou. Mmh. OK. Ouais, non, je vois, toi, mais en tout cas, je pense que beaucoup de gens, mais je pense que tu apprécies de dire: «Ben, j'ai la bonne audience, au bon moment. En tout cas, j'ai la bonne personne en face de moi, au bon moment, Ouais. qui a envie aussi de s'investir». Bah, donc c'est le bon moment aussi pour elle et puis qui va mettre en tout cas, qui va se donner les moyens d'arriver à ce qu'elle veut arriver, quoi. De fou. Ouais, comme ça c'est pas une personne que tu sais que tu dois relancer, que ça reste sur la tête, même si tu mets des automatisations pour relancer automatiquement. J'aime pas trop quand c'est le truc qui s'étend dans le temps, il est on hold. Là, les produits, j'ai envie de les shipper, toutes les X semaines, que ça part et après on passe à autre chose et c'est pour ça que j'aime bien vendre comme ça aussi. One shot et après next. Mmh. OK. Non, non, mais OK, donc je comprends et donc du coup, pour ça, tu vas faire des landing pages de ouf, tu vas faire des bons funnels pour ne pas du tout avoir à tu vas faire du product led growth, c'est ça aussi? Tu as regardé ou pas? Tu connais ou pas? Ouais, le produit clé grosse, à fond, à fond. Clairement, là, bah, typiquement, je pourrais enfin, en plus, il y a produit clé grosse combiné avec, du programmatique SEO. Et depuis, bah, en plus avec Mmh. on peut faire en programmatique SEO, mais typiquement, j'ai envie de générer des pages, combien ça coûterait pour faire une application comme Uber, par exemple, et de juste générer avec mon outil le résultat et que les personnes, Mmh. c'est l'outil en plus il est interactif, donc ils voient la description de l'app, ils voient qu'ils peuvent modifier et prendre, je sais pas moi, les 100 apps les plus connues, les plus recherchées et balancer ça comme contenu à Mmh. OK. OK, OK, OK. Non, mais très cool et parce que moi, je sais du coup que tu builds beaucoup, en tout cas que tu es toujours sur ça. Comment tu gères tes journées aujourd'hui? Ben globalement, en ce moment surtout, je travaille, plutôt le matin et pas à grosse intensité. Donc c'est vraiment des 3-4 heures. Dès que je me lève, je taffe et ensuite, le reste de ma journée, c'est surtout du sport. Donc OK. avec l'art du déplacement et tout. Et en vrai, c'est très, très chill en ce moment et ça me permet de faire des trucs un peu plus, créatifs. Donc ça, c'était vraiment pas mal pour quand je devais craquer un peu le build de l'outil, parce qu'il y avait pas mal d'astuces à mettre en place. Là, je pense que, pour la vente, c'est plus une phase d'exécution brute. Donc c'est un peu, faut revenir à un truc un peu plus exécution et juste, shooter des DM, shooter du contenu et balancer. Donc je sais pas si c'est aussi optimisé. On va voir un peu, mais pour l'instant c'est vraiment que des petites journées très condensées, très focus. OK, OK. OK sur ça. Aujourd'hui donc, est-ce que tu es plus, team solo, donc je suis Maury et je m'arme, on va dire, d'automatisation pour aller construire des business? Ou est-ce que tu te vois, ben, avoir une petite équipe, et cetera, travailler avec des gens? Je me sens vraiment plus solo. Bah, en plus, ouais, déjà les automatisations elles deviennent de plus en plus folles et ça permet de débloquer des choses. Même le fait de juste mettre en place des automatisations, je trouve que ça débloque une manière de raisonner qui est vraiment intéressante et ça débloque des idées pour des produits et pour plein de choses. Et après, je préfère quand je travaille avec d'autres personnes, vraiment le faire en mode partenariat. Pas Mmh. forcément de recruter des gens parce que j'aurais l'impression de me fixer un peu dans le temps et de m'obliger à générer du CA pendant un moment pour pouvoir rémunérer certaines personnes. Je préfère les trucs, bah, encore un peu quand c'est défini dans le temps.
c'est un one shot. Même si par exemple avec un partenaire, j'ai fait des partenariats avec des agences no code, notamment Scroll d'ailleurs, avec qui ça s'est super bien passé, qui font du super bon taf. Et ben, je préférais, voilà, on est en partenariat sur cette mission ou cette mission. Quand moi, par exemple, je pars faire autre chose, ben, il y a pas d'interdépendance et tout le monde est bien autonome. Je suis un grand fan de l'autonomie et de la liberté. C'est pour ça que j'aurais du mal un peu à recruter et à dire, voilà, il faut qu'il y a un Ouais, CDI et tout, ouais. faut régler pendant tant de temps. Ça me bloquerait un peu, je pense. OK. OK, OK, OK. Non, mais c'est, ouais, ouais, non, mais je comprends bien ce que tu dis et puis c'est vrai que faut comme on dit, hein, il faut faire avec son caractère, avec comment on est et puis cette liberté-là pour être assez créatif. Je trouve que c'est déjà tellement assez dur de builder des produits que autant le faire dans des bonnes conditions, quoi et pas se prendre la tête. C'est OK, clair, OK, faut OK. vraiment enfin, après, faut s'explorer, se connaître pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et j'ai l'impression que être solo pour mettre toute la strate et y aller, ça marche mieux pour moi en tout cas. OK, OK. Mais donc du coup, vu que tu es solo, tu as l'aspect Mm. donc, tu build, donc l'aspect technique si on peut dire. Tu as l'aspect produit où tu vas quand même reprendre les feedbacks, les analyser, les implémenter. Tu as aussi l'aspect, ben, marketing parce que tu vas parler de contenu et cetera. Tu as l'aspect sales parce que tu fais du sales. Tu as l'aspect aussi opération quotidienne, peut-être que je sais pas, il y a des factures, tes déclarations, ceci, cela, machin et cetera. Comment tu arrives en tout cas, comment tu gères le jump d'un sujet à l'autre? Tu vois? Parce que dans une journée, peut-être que tu peux passer d'un sujet à l'autre. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Comment ça se passe? Ben, j'essaie le plus possible de le découper en termes de phases, parce que effectivement, passer d'un sujet à l'autre, c'est une perte d'énergie et c'est un peu un défocus et c'est compliqué d'être vraiment bien concentré. Donc j'essaie plutôt de faire des phases de plusieurs jours d'affilée où quand je dois build, ben, je fais mon build sur 3, 4, 5 jours et je fais que ça. Comme ça me permet de vraiment plonger dans la problématique. Et même après, quand je me balade et quand j'ai la réflexion en arrière-plan, c'est beaucoup plus efficace. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de rentrer plus profondément dans les sujets. Et après, une fois que j'ai fini, bah là, j'ai fini ma phase de build. Bah là, c'est phase marketing. Donc, c'est bourriner le contenu, bourriner les DM, les outreach. Et c'est vraiment toujours de faire des trucs, mais à fond pendant un moment et de faire que ça, quoi. Un truc à la fois seulement. Mmh. OK. OK, 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 nice. Ben écoute, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur déjà dans ce que tu as dit. Est-ce que tu aurais, alors, soit des ressources ou soit quelques conseils à donner à quelqu'un qui, demain, a envie de lancer aussi son propre projet, digital et de faire, quelque chose peut-être comme Maury ou de s'inspirer de ce qu'il fait, de ce que fait Maury Fodé? Bah, je conseille déjà d'apprendre à build et de regarder tout ce qui se passe sur GPT. Vraiment juste de jouer avec ChatGPT et de l'utiliser un peu tous les jours, euh, juste pour avoir de plus en plus d'idées de à quoi ça peut servir. Parce que plus on l'utilise, plus on se rend compte que ça peut s'intégrer dans le quotidien et ça donne vraiment des très bonnes idées. Et après, sinon, je sais que quand les personnes ne sont pas du tout habituées à vendre ou à prospecter ou quoi, je trouve que Scalzia.co, c'est une super bonne ressource. C'est gratuit et ils travaillent les basiques de manière très très efficace. Et en général, je le recommande à tous ceux qui veulent apprendre à vendre un peu leurs produits. Penser côté offre, ça va déjà apprendre à construire des trucs sympas. Et non, leurs contenus sont vraiment propres, c'est applicable, c'est gratuit, faut pas se priver, quoi. Mmh. OK, 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 cool. Bah, du coup, parce que je sais qu'en plus, tu es un homme très discret, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te parler, si on veut rentrer en contact avec toi? Ben, Comment on fait? justement, tu m'as convaincu, là, je recommence la bonne création de contenu. Donc, je OK. reviens sur LinkedIn surtout. Sur LinkedIn et aussi sur LinkedIn, bah, c'est Morifo Cissé. Et sur Twitter, @nocode_hero, OK. Ouais, IROH. on mettra les liens. OK, super, super, super. Mais en tout cas, c'est super épisode. En plus, je sais que tu es, là, tu es parti pour Bulle encore pendant ces quelques semaines là, donc c'est bien, bien, bien cool. Donc écoute, On va build du bot WhatsApp, ça va être marrant. ah, des bots WhatsApp. Ça va être intéressant encore une fois. Je te force pas à en parler, mais tu m'en as parlé déjà un petit peu et je sais que ça va être, vraiment intéressant, quoi.
Ouais, ben, le but, c'est vraiment, en fait, que ma petite sœur, en 3 mois, elle devienne freelance no code, quoi et donc qu'elle ait un coach Cool. sur WhatsApp tous les jours pour la déter et pour arriver à ce moment-là. Ça va justement être, la synthèse de tout ce qu'on a appris sur la gamification, ça va être cool. Mmh. Franchement, hâte de voir ça parce que je crois que ça peut être vraiment un game changer ça aussi. Ben j'espère, hein, en tout cas, je pense que ça va être marrant à build et on va voir ce que ça va donner et j'ai hâte d'avoir le résultat, en vrai. OK, super. Bah, en tout cas, Maury, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'était bien, 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 bien cool. Je m'en doutais, mais c'était bien cool. Et donc du coup, ben, on se dit, je pense à très vite pour voir les nouveaux produits que tu as build et puis comment tout ça se passe, quoi. Carrément, ben merci à toi, Jérémy, pour l'invitation. Et moi, j'ai hâte de voir quand tu vas mitrailler aussi les épisodes et voir tout le contenu et de voir les prochaines Ouais. dingueries que tu prépares. Je pense que c'est sympa aussi. Yes, pas de souci. Salut, ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite. Et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.